De la presse, chez Valette la Plume, distingués amphithéâtres aux titres et qualités respectives. La date du 30 juillet marque justement le lancement officiel du mouvement Révolution. Une révolution qui est une expression. Merci beaucoup. Je disais, la date du 30 juillet 2025 marque justement le lancement officiel du mouvement La Révolution. La Révolution qui est une expression d'un peuple qui clame justement la liberté, la justice et même, mesdames, messieurs, la souveraineté. Bonjour et bienvenue à cette conférence de presse qui est justement chapeautée par vous, dont on voit là l'ossature. Je vous prie de vous joindre à moi en vous tenant debout pour chanter le chant patriotique, s'il vous plaît. Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'enveloppe d'or de notre souveraineté. Congo, ton béni, bien aimé pour nous. Sacré soit le témoin, serment de libre prospérité pour nous. Toi sur son sort. Fin de citation. Mesdames, Messieurs, quand je discutais avec M. Dioka, pour moi c'était une occasion de le présenter sous toutes ses casquettes, oui, parce qu'il le mérite, en tant que politique et patriote. Mais tout de suite, j'ai été très surprise d'entendre sa réponse. Il me dit, Madame Boloua, ma personne est très petite pour qu'elle intéresse des gens. Tout ce dont j'ai envie de vendre, ce sont les idées et la révolte. Mesdames et messieurs, c'est sous les signes de cette révolte que je vais bien vouloir demander à M. Jonathan Dioka, le visionnaire, de bien vouloir se lever pour justement être accueilli par nous qui faisons. S'il vous plaît, s'il vous plaît, pour M. Jonathan Dioka. Oui, il est... Mesdames, Messieurs, je vous ai dit que juste après la présentation de l'orateur et la lecture du manifeste qui a été faite par M. Janet Sulap, nous allons bien évidemment accueillir la prise de parole de l'orateur de ce jour. Je vous ai dit, il s'agit là de M. Jonathan Dioka, qui est le révolutionnaire ici mentionné, qui va bien vouloir joindre cette estrade. Peuple congolais, frères et sœurs de la terre de Lumumba, enfants du fleuve Congo. Je vous parle aujourd'hui pas comme un politicien, pas comme un chef d'entreprise. Je vous parle comme un fils que le Congo a vu naître, un témoin de nos souffrances collectives. Je vous parle aujourd'hui comme un enfant du Congo, un enfant de Kinshasa. Depuis des décennies, notre peuple
est tenu en otage. Pas seulement par des puissances étrangères, pas seulement par des multinationales, mais aussi par des fils de sa propre nation. Ces fils qui ont trahi le serment de servir la nation. Nous entendons dire que la RDC est un pays riche, mais notre peuple est pauvre. La terre est fertile, mais nos enfants ont faim. Nos mines brillent à l'international, mais nos villages sombrent dans l'obscurité profonde. Chaque jour, on nous parle de paix. Chaque jour, on nous parle de développement. Quand on nous parle de paix, on arme des milices. Quand on nous parle de développement, on pille nos ressources. On nous parle de démocratie pendant qu'on assassine nos voix. Nous disons assez. Le moment est venu pour nous de nous lever, non pas dans la violence gratuite, non pas dans la haine, mais dans la dignité et la détermination. Il nous faut une révolution. Une révolution du courage, de la conscience et de l'action. Une révolution pour récupérer notre souveraineté. Une révolution pour reconstruire un État qui sert son peuple. Une révolution où l'enfant de Goma, de Kisangani, de Mbujimai, de Bukavu, de Kinshasa, de toute ville, de tout village, de toute province, aura le même droit, les mêmes chances, la même dignité. Ce n'est plus le temps des lamentations, ce n'est plus le temps de la peur, ce n'est plus le temps des divisions ethniques et régionales, c'est le temps du peuple, le temps de la justice, le temps de la vérité. Notre révolution ne sera pas portée par les armes, mais par l'unité, par l'éducation, par la lutte pacifique mais ferme. Nous devons occuper les rues, les écoles, les champs, les radios. Nous devons crier notre vérité jusqu'à ce que les silences des puissants soient brisés. Alors mes frères, Congolais de sens et d'essence, je vous appelle à la désobéissance face à l'injustice. Je vous appelle à l'organisation dans chaque commune, dans chaque quartier, dans chaque village. Je vous appelle à écrire une nouvelle page de notre histoire. La République démocratique du Congo n'est pas condamnée à souffrir. Nous sommes plus forts que nos oppresseurs, car nous sommes unis et nous avons pour nous la légitimité. La légitimité du sol, la légitimité d'histoire. Et notre légitimité aujourd'hui, c'est cette résistance. Le peuple est la source de tout pouvoir. Le pouvoir qui trahit le peuple doit tomber. Félix Tshisekedi doit tomber. Oui, lui et son régime doivent tomber. Car ils ont trahi la lutte de nos martyrs pour une alternance démocratique. Je cite Osimou Kendi, Thérèse Kapangala et tant d'autres. Oui, ce régime de jouisseurs insouciants doit tomber pour qu'on rétablisse un nouvel ordre politique où le peuple aura son compte. Ils ont failli à tout et ils veulent nous emporter dans un chaos qui leur profite. Nous assistons aujourd'hui à la faillite de l'État dans ses fonctions régaliennes, manifestée par l'inexistence de la sécurité à l'est du pays. La présence persistante des groupes armés, ADF, M23, Maï Maï et tant d'autres, dans les provinces comme le Nord Kivu et l'Ituri. L'armée nationale, les FARDC, est mal équipée, infiltrée et par moments même complice des massacres de nos populations. Nous sommes constamment face à une justice politisée et corrompue. Une justice qui sert en premier les intérêts des puissants. Nous disons assez. Les procès sont instrumentalisés à des fins politiques ou économiques.
À ça, nous crions scandale et nous disons assez. L'incapacité du pouvoir à contrôler nos frontières les laisse poreuses, facilitant ainsi les trafics d'armes, des minéraux et voire même l'ingérence des pays étrangers, notamment du Rwanda et de l'Ouganda. Mes frères et sœurs, nous assistons aujourd'hui à une corruption endémique. Une corruption qui s'est même érigée comme un modèle de gestion de la chose publique. Les conséquences sont nombreuses. Parmi elles, la RDC à ce jour figure parmi les pays les plus corrompus au monde. Le détournement massif de fonds publics est devenu pratique courante, telle une compétition de performance que se livre l'élite imposteur. Et les plus brillants dans cette criminalité sont encore libres ou encore promis à des postes plus convoiteux. À ce jour, l'imposteur a suffisamment de richesses pour charmer une frange de la jeunesse, une jeunesse dépaysée, une jeunesse délabrée par la misère extrême pour qu'ils chantent pour eux. À ça, nous crions scandale et nous disons assez. Je cite l'un des actes les plus criminels et odieux que notre peuple a subi sous ces régimes. Un régime éhonté, sans vergogne, qui ne s'est retenu d'aller voler, même dans les poches des plus pauvres de sa population. Donc l'erreur du pauvre, bien sûr, était celui d'avoir un téléphone et d'avoir souscrit à un opérateur. Eh bien, je parle du dossier RAM, qui n'a épargné personne. En ce moment, je pense à la maman maraîchère, comme on aime le dire, la femme maraîchère. Celle qui peine à survivre avec tout son ménage, avec $1 le jour. Même à cette dame, le régime de Tshisekedi ont volé. Ils nous ont presque tués. Malheureusement pour nous, mes frères et sœurs, les instigateurs de cette arnaque du siècle, les auteurs de ces crimes qui ont coûté aux Congolais plus de 400 millions de dollars sont encore au pouvoir. J'ai dit clairement qu'Iba Samaliba est encore ministre, Félix Tshisekedi est encore président. On doit parler aussi de notre scandale, où un chef des opérations dans le braquage des deniers publics s'est exposé lui-même à la vertige de nos connaissances. Aucune rigueur de la loi. J'ai parlé de Nicolas Kazadi, qui a reconnu avoir participé au braquage de peu de ressources qui devraient contribuer au bien-être de nos populations. Tous ces sujets sont une désolation. Par contre, tout ceci a été entretenu par une justice malade et une tolérance inexpliquée du peuple que nous sommes, que nous nous constituons tous. Une tolérance qui frôle même l'envoûtement, un degré d'aliénation extrême qu'on arrive à constater aujourd'hui. Nous faisons face à ces bandits de la République, nous faisons face à ceux qui pillent nos ressources. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous regardons, nous devenons tolérants. Ça aussi, je dis assez. Fini la tolérance. Je vous dirai aussi, mes frères et sœurs, les services sociaux des bases sont dans l'abandon. Les conséquences sont énormes, notamment la détérioration principale des secteurs clés de l'humanité. Et ça malgré les grands budgets alloués comme nous compte. Scandale. Une république scandaleuse. Mes frères et sœurs, nous assistons à ces jours à un échec économique caractérisé par une dépendance extérieure, d'où même le paradoxe des richesses minières énormes, mais exploitées par des multinationales sans bénéfice réel pour nos populations. L'agriculture est complètement abandonnée. Or, il serait ces secteurs d'assurance, ces secteurs de repos,
pour nous mener vers l'autosuffisance alimentaire, l'essence même de la vie. Le peuple n'a jamais beaucoup demandé, pas de la luxure, mais simplement de la dignité. Vivre dignement, gagner sa vie dignement. Dans ce contexte, c'est un secteur de vie, pas seulement en substance, mais aussi en essence, puisque l'agriculture est le seul secteur porteur de bonheur pour l'avenir. Je vais enchérir sur cet aspect. À ce jour, seul le secteur industriel fait véritablement nous assurer d'absorber toute la masse laborieuse de nos populations qui est constituée à 60% des jeunes. Et l'avantage, c'est que l'agriculture n'impulse pas seulement l'emploi direct, mais aussi elle apporte des externalités positives dans d'autres secteurs, notamment le secteur industriel. Ce qui peut effectivement nous mener vers un plein emploi. Malheureusement, soit par envoûtement, soit par mauvaise foi, soit par complot pour le peuple, nous n'avons jamais compris pourquoi ce secteur a été abandonné. Ces régimes nous donnent suffisamment pour que nous restions vivants, mais pas assez pour que nous ayons la force de nous lever. Et si nous devons nous lever aujourd'hui, nous devons puiser profondément en nous, chercher, recycler les dernières énergies que nous pouvons avoir pour s'élever. Et même dans ce cas, on n'échappe pas aux conséquences. Et les conséquences les plus désastreuses. Je cite le chômage massif, essentiellement des jeunes, et l'informalité généralisée. Malgré les remous, le constat de notre potentiel, bien que le marché international s'arrache nos ressources, le régime de la pègre de M. Tshisekedi dépend presque complètement des aides extérieures. Et le plus lamentable est que ces aides n'en viennent pas à soulager nos populations, parce qu'elles sont simplement détournées et partagées dans des officines politiques du régime pour financer leur entreprise du mal, leur complot contre le peuple, parfois et souvent pour répondre à un besoin fantasque et subalterne d'assouvir les richesses. Scandale. Oui, c'est scandaleux, mes frères et sœurs. À la place de construire une économie productive locale, les bandits de la République endettent le pays. Ils endettent notre futur. Ils endettent nos enfants. Ils endettent l'avenir. Et c'est indécent. Mes frères et sœurs, nous assistons aujourd'hui à la manipulation de la démocratie. C'est avec douleur que nous constatons une première alternance démocratique foireuse, la seule et unique de notre histoire et l'histoire de notre nation. Seulement pour des intérêts aussi détestables qu'abominables. Nous avons rompu avec le cycle de l'expression démocratique lorsque Félix Tshisekedi, avec son régime d'imposteurs, avait décidé d'organiser un grand théâtre mettant en scène une vanité mettant en scène leur vanité à la place des vraies élections qui pouvaient témoigner de l'assentiment du peuple. Mes frères et sœurs, on dit que nous sommes en colère. Nous avons le droit d'être en colère, notre colère est justifiée. On dit que nous faisons l'apologie de la colère. Oui, nous devons faire l'apologie de la colère parce que nos âmes sont presque piétinées. Il y a des cris, des pleurs, sans compter des violences. Mais le bourreau de la République, les bandits, dans toute leur brutalité, nous ont privés d'une foi. Et ont choisi à notre place. Ils ont choisi de pérenniser la mafia à la tête de l'État. Ils ont choisi d'écraser les cris de la misère du peuple par la vanité et la corruption. Parmi les traîtres de la République, mes frères et sœurs, nous nous souviendrons de Denis Kadima, président de la CENI à son époque. Nous nous souviendrons aussi de la Cour constitutionnelle, un rempart piégé qui a conclu l'acte de l'écrasement de la voix du peuple à son époque.
Ainsi, ce qui devait être le sens de la démocratie s'est vite transformé en une dictature sanglante et intolérante. Un vrai cauchemar pour un peuple qui a cru un instant s'affranchir. Mes frères et sœurs, nous n'étions pas prêts pour une seconde colonisation. Encore moins avec des colons noirs qui, par une prétention de très mauvais goût, se permettent de dire qu'ils sont nos frères. Nos ancêtres pleurent avec Chérubin Okende, un crime inavoué. C'est aussi l'occasion de rappeler à tous les leaders de l'opposition que votre silence est complice et que la main que vous donnez au diable est le témoignage de votre désintérêt face à la misère du peuple. Si vous étiez vrai opposant, vous lutterez chaque jour sans relâche au prix de la vie pour le rêve commun, le rêve que nous avons presque tous conçu, imaginé depuis nos indépendances. Et honte, car le peuple se sont abandonnés, abusés et trahis lorsqu'ils sont conviés à vos fiançailles, à vos alliances, à vos mariages contre nature, dont il est téléspectateur forcé et où seuls les alliés sont invités au pillage de nos richesses communes, abandonnant le peuple à son sort qui demeure triste depuis des années. C'est scandaleux. Mes frères et sœurs, la trahison de la souveraineté, les décisions majeures sur les ressources naturelles sont prises à l'étranger, ou souvent, assez souvent, presque toujours sous pression des puissances étrangères. Les traités et accords miniers sont sans transparence, souvent au détriment de la population. Parce que je ne peux pas dire de la nation. La nation en tire des miettes et ces miettes-là sont distribuées dans des officines politiques. L'armée de la République dépend encore de la MONUSCO ou encore des alliances douteuses. Aujourd'hui, nous avons incorporé dans notre armée nationale toute forme de rébellion, faisant de ce qui devait être le symbole de notre résistance à l'étranger un hybride qui n'a plus de sens, une milice. Mes frères et sœurs, nous connaissons aujourd'hui une crise sociale profonde, réduisant l'accès à l'éducation aux soins, des écoles délabrées, des hôpitaux sans équipement. J'hésite de parler de ces fonctionnaires impayés. Nous devons noter qu'à l'espace de 5 ans, nous avons enregistré le nombre le plus élevé de déplacés internes suite à la pauvreté qui justifie les zones rurales, soit souvent aux troubles, aux guerres, qui justifie l'impuissance de l'État à protéger ses populations. Et tout ceci dans un contexte où le Congolais tente à survivre avec $1 par jour. Ça aussi c'est scandaleux. Les conséquences pour le Congolais, l'humiliation permanente d'un peuple digne. Nous sommes un peuple digne. En Afrique, le monde nous regarde avec notre regard parce qu'il nous voit descendants de Lumumba, de Kipavita, descendants de Kimba. Mais regardez comment est-ce que nous vivons. La jeunesse est désabusée, sans emploi, sans avenir. Nous connaissons aujourd'hui le fuite des cerveaux. Nous connaissons les exils économiques et intellectuels. La résignation est croissante dans nos populations et la colère est montante. Nous devons l'expliquer. Nous serons tous d'accord que la République n'a jamais fait face autrefois à des scandales aussi déshonorants, allant même à toucher à l'intimité du président de la République, sa mouvance, sa famille. C'est scandaleux et honteux. De ce fait, habité par le rêve congolais et dans l'âme d'un révolutionnaire, je fais appel à toutes les branches de notre population, de nos populations,
Je vais commencer à faire un appel plus particulier à la jeunesse de notre terre et aux soldats de notre nation. À la jeunesse dont j'en fais aussi partie. Je vous parle aujourd'hui avec le poids de l'histoire sur mes épaules. La jeunesse de ces pays, nous sommes la promesse de demain. C'est ce qu'on nous dit. La jeunesse de ces pays, nous sommes l'espoir de la nation. Nous le savons. Mais cet espoir a été sacrifié par ceux qui nous gouvernent. L'écrasante majorité de nous, jeunes, sommes nés dans un pays riche, mais nous grandissons dans la pauvreté extrême. Nous avons la chance d'avoir des rêves, mais on nous vole les moyens de les réaliser. La terre de Lumumba, une terre de prospérité, a été réduite à une scène de désespoir, où l'on nous prive de tout ce qui pourrait faire de nous des citoyens dignes. Il est temps de mettre fin à cette mascarade. Il est temps de dire non à ceux qui ont vendu notre avenir. Il est temps de lever la tête, de briser le silence, de faire résonner notre voix dans chaque rue, dans chaque école, chaque quartier. Il est l'heure de prendre notre place dans l'histoire. Notre génération ne doit pas être une génération de souffrance et de résignation. Nous avons en nous la capacité d'écrire notre destin. C'est notre devoir de reconstruire la RDC sur des bases solides. D'ériger un pays où la justice, la dignité et l'opportunité sont accessibles à tous. L'histoire nous jugera. Et c'est aujourd'hui que nous devons décider de ce que l'histoire écrira sur nous. Aux soldats de la République, mes frères d'armes, vous avez juré fidélité à la nation. Vous avez prêté serment de défendre la terre qui vous a vu naître, de protéger le peuple congolais contre toute forme d'injustice, de défendre l'indépendance de notre pays. Mais aujourd'hui, la question est la suivante. Que défendez-vous vraiment? Êtes-vous réduit à courir derrière une élite incompétente et imposteur qui s'en fout réellement de votre cause? Ou à être des filles et garçons de course de ceux qui pillent la République? La nation est grande, mais elle est aussi malade. Malade de ces dirigeants qui ont trahi la confiance du peuple. Ces mêmes dirigeants qui vous envoient au front, sacrifiant vos vies sans pitié, vivent dans la luxure et dans l'impunité. Ils vous demandent de combattre, soldats du peuple, de souffrir, de mourir, mais n'assument pas leurs responsabilités. Et c'est triste. C'est votre devoir, soldats, de défendre le peuple, de défendre la patrie contre ceux qui nous privent. Un vrai soldat de la République devrait avoir pour premier ennemi ces régimes qui oppriment le peuple. Agissez. Vous n'avez pas à avoir peur. Au pire, vous mourrez. Au mieux, vous remplirez votre serment. Rappelez-vous, vous avez juré à la patrie ou à la mort, soldats de la République. Mais vivre dans l'asservissement est plus humiliant pour vous que pour les civils. Vous ne savez certainement pas, soldats de la République, mais nous, la population, les jeunes, nous attendons votre action. L'armement dont vous êtes pourvu, la solde dont que vous recevez, ne doivent pas être un instrument d'un pouvoir illégitime. Ils doivent être les outils d'une justice qui se bat pour l'humanité. Vous devez faire le choix de l'honneur, de la dignité, du peuple et non de la soumission aveugle à ceux qui manipulent la nation et qui vous manipulent. Mes frères et sœurs, je dois m'adresser aussi spécialement aux religieux, aux artistes et aux femmes de mon pays. Je m'adresse à vous, non pas pour demander, mais pour éveiller. Le moment est venu. Le temps n'est plus à l'attente, ni aux prières silencieuses.
mais à l'action sacrée. Ce n'est pas une rébellion sans cause que nous vous appelons. C'est une révolution consciente, une révolution de dignité et de justice. À vous, religieux, gardiens de la foi, votre mission n'a jamais été de courber les chines devant l'injustice, mais de parler au nom de la vérité. Le silence face à l'oppression est une trahison, même des Écritures. Les temples, les mosquées, les églises doivent devenir des lieux de lumière et de courage, pas des refuges de la peur. En son temps, Moïse s'est levé, Jésus l'a fait, le prophète aussi s'est levé. Et vous, gardiens de la foi, levez-vous pour le peuple. Dénonçons l'injustice, mobilisons les âmes et libérons la foi. À vous les artistes, les veilleurs de peuple. La révolution ne se fera pas que par les armes, mais aussi par la foi, la plume, les pinceaux, la musique et les images. Vous êtes le porteur du rêve collectif. Votre art fait réveiller une nation, frapper les consciences et s'aimer la graine du changement. Ce que vous créez peut devenir un cri, un poignet levé, une bannière. Créer pour libérer, peigner pour dénoncer, chanter pour rassembler, écrivez pour reconstruire le rêve. À vous les femmes de mon pays, piliers de la vie et de la lutte, vous portez le monde et c'est vous qui porterez cette révolution. Ceux qui ont voulu, ceux qui vous ont voulu silencieuse, vous redoutent debout. Votre combat est celui de toutes les mères, de toutes les filles, de toutes les sœurs. Et l'histoire a voulu s'effacer. En vous, il y a Anuarité, en vous, il y a Kimpavita, en vous, il y a Thérèse Kapangal. Mais vous êtes de la puissance aussi. Vous êtes belle et invincible. Vous êtes la voix des sans-voix. Vous êtes les mères de tous. La mémoire de nos livres est la graine de nos victoires. Oh, femmes de notre nation, aucune révolution ne triompherait sans les femmes. C'est vous qui bâtissez le lendemain. Ensemble, unis par la justice et l'espoir, nous n'avons pas besoin de permission pour nous lever. Nous avons besoin de courage. Nous avons besoin de la foi, de l'imagination, de l'amour qui réunit notre rêve collectif. C'est ça qu'il nous faut pour rallumer l'âme du révolutionnaire qui sommeille en chacun de nous. C'est à vous de rallumer cette flamme. Et quand l'histoire s'écrira, que dira-t-elle de nous? Ils ont prié, ils ont chanté ou qu'ils ont osé. Alors, osons. Debout, mes frères et sœurs. La révolution commence dans le cœur et s'élève maintenant. L'avenir ne viendra pas d'en haut. Il naîtra de notre réveil. Mes frères et sœurs, pour conclure, nous lançons la révolution en acte direct. Au regard de tout ce qui a été mentionné si haut, face au manquement persistant du régime en place, face à l'imposture, à l'irresponsabilité, à la faiblesse de l'État que nous n'avons jamais connu dans l'histoire, nous donnons à M. Félix Tshisekedi 72 heures pour présenter sa démission en bonne et due forme, actée en ce jour. À défaut, camarades, révolutionnaires, chevaliers de la presse, âmes sensibles, Congolais, frères et sœurs, soldats de l'armée, à défaut, je vous fais la promesse que tant que nous respirons,
tant que nous aurons l'énergie en nous, nous allons faire fléchir ces régimes. Nous allons l'obliger à s'écourber et échéamment le pousser à fuir ses traits. C'est dans la logique d'une reconstitution permanente que nous lui donnons une porte de sortie plus ou moins honoreuse. Faite sous ce schéma, la continuité pourrait être relevée dans les meilleures conditions. En dernier, nous mettons en garde ces régimes d'imposteurs dont nous connaissons le mode opératoire. Nous n'avons pas peur de vous, ni de votre brutalité, parce que c'est ce qui vous caractérise. Nous affronterons par la justice, par la liberté et par la souveraineté jusqu'au sacrifice suprême. Les Congolais ne sont plus distraits, car votre irresponsabilité, vos manquements, notre misère et nos frustrations ont su nous éveiller. À vos tortures, à votre brutalité, nous répondrons par la résistance ferme. Mes frères et sœurs, Congolais de sang et d'essence, nous t'imposons à Simate, que vive la révolution, que vive la République démocratique du Congo libre, souveraine, juste et prospère. Je vous remercie. Kama